l'homéopathie est née au XVIIIe siècle grâce à un médecin qui s'appelait Samuel Hahnemann, qui est né à Meissen, c'est au nord-est de l'Allemagne d'aujourd'hui, de la Prusse d'autrefois. Il est né en 1843 et il est mort à Paris en 1843. Non, il est né en 1755 et il est mort à Paris en 1843. Il a vécu 88 ans. Il a chevauché 2 siècles et c'est grâce à lui que l'homéopathie est née. Alors, qui était-il, ce médecin Hahnemann? Il était issu d'une famille assez pauvre. Son père travaillait dans une manufacture qui fabriquait la porcelaine à Meissen. Meissen a été l'endroit en Europe où la porcelaine a été inventée. Elle était connue bien sûr en Chine depuis plusieurs centaines d'années, mais la Chine avait préservé le secret de cette fabrication. Et c'est à Meissen que cette porcelaine a été redécouverte. Son père donc travaillait dans cette manufacture et son père était un homme très attentif. Il avait 8 enfants à charge et il avait remarqué la vivacité et l'intelligence de son jeune fils Hahnemann, pour lequel il avait une affection particulière. Souvent, il disait à ses collègues: je vais rentrer plus tôt que d'habitude, je dois donner une leçon de pensée à Samuel. Samuel était donc un enfant, un élève intelligent qui avait été très vite remarqué par un professeur Müller, qu'il avait pris sous son aile protectrice et qui lui avait trouvé une bourse princière pour pouvoir faire ses études à Leipzig, ses études de médecine. Samuel donc était un enfant qui avait des aptitudes particulières pour les langues vivantes. Il parlait plusieurs langues. Déjà adolescent, il parlait l'anglais, l'allemand, il parlait le français, l'italien. Il avait des connaissances d'hébreu, il a même des rudiments d'arabe. Donc c'était quelqu'un qui avait des aptitudes particulières pour les langues vivantes, mais il était également très bon dans d'autres matières comme les sciences. Et ce jeune homme donc va faire ses études à Leipzig, où il décroche son diplôme de médecin et il commence à pratiquer la médecine de l'époque, qui était encore marquée par les clistères, le matériel pécance et les saignées. Et au fil du temps, Hahnemann, au début de sa pratique, a commencé à trouver cette médecine très pénible, qui, selon lui, ont tué plus de gens qu'elle n'en sauvait. Et il disait que les saignées tuaient plus que la guerre qui était présente dans le pays à cette époque. Hahnemann s'était un petit peu retiré de la médecine en raison de ces manques et des atrocités qu'elle imposait à ses malades. Et il s'était mis à traduire des livres, puisqu'il était bon dans les langues. Un jour, en traduisant le texte d'un médecin anglais qui s'appelait Cullen, qui était une sommité médicale de l'époque, il voit que dans ce texte, ce médecin dit que la fièvre des marais, c'est une fièvre qui était très fréquente à l'époque, était guérie par la poudre de quinquina parce qu'elle fortifiait l'estomac. Or, il se trouve que Hahnemann, au cours de ses pérégrinations, était allé dans des endroits où, en Pennsylvanie, c'est en regard de la Bulgarie actuellement, et là, il avait contracté, lui, la fièvre des marais. Et il avait pris la poudre de quinquina qui lui avait complètement délabré l'estomac. Donc, il ne comprenait pas du tout ce que disait cet homme qui prétendait que la poudre de quinquina, au contraire, fortifiait et solidifiait
consolider l'estomac, et c'est grâce à cela que les malades en guérissaient. Alors, devant cette situation, il s'est dit, bon, mais cet homme dit des âneries, je vais donc prendre de la poudre de quinquina pour voir si effectivement elle entraîne des effets secondaires tels que j'ai eus, ou si effectivement elle peut guérir des maladies comme la fièvre des marais. Mais il ne voulait pas prendre la poudre de quinquina en dose pondérale. Il s'est dit qu'il valait mieux être prudent et qu'il valait mieux la diluer pour savoir ce qu'elle contenait et ce qu'elle provoquait. Et alors, donc, il a commencé à diluer cette poudre de quinquina et il a commencé à en prendre par petites gorgées et il a commencé à faire des symptômes qui étaient les symptômes de la fièvre des marais. Il a commencé à avoir une forte fièvre avec beaucoup de frissons et des sueurs. Donc, il reproduisait effectivement la maladie de la fièvre des marais, la maladie des marais. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu une étincelle et il s'est dit, mais en fait, si la poudre de quinquina guérit la fièvre des marais, c'est parce que, donnée à un individu sain, comme moi, elle reproduit les symptômes de la fièvre des marais. Et c'est donc le semblable qui guérit le semblable. C'est parce que cette poudre provoque chez l'individu sain des symptômes de la maladie que ce remède-là convient à la maladie quand elle intervient chez un individu qui l'attrape de façon spontanée. Alors, ayant eu cette approche, il s'est dit quand même, je vais essayer de faire d'autres remèdes pour savoir si effectivement les substances que l'on va chercher dans le monde de la création entraînent des symptômes et que ces symptômes, en les prenant en compte, on voit si chez des malades, s'ils ont les mêmes symptômes que ceux produits par la substance prise chez l'individu sain, effectivement guérissent ces maladies. Et c'est comme ça qu'il s'est mis en tête de fabriquer d'autres remèdes que le quinquina qu'il avait guéri de la fièvre des marais. Et il s'est mis à explorer un certain nombre de remèdes. C'est lui qui est le père des remèdes homéopathiques qui sont sulfure, éparsulfure, calcarea, sépia, etc. Donc, ces remèdes-là, il les expérimentait sur lui-même, il développait des symptômes et il colligeait tous ces symptômes-là. Et lorsqu'il avait des malades qui avaient les symptômes, par exemple, de sépia, il donnait sépia et ces malades guérissaient. Et c'est comme ça que l'homéopathie est née, c'est le semblable qui guérit le semblable. C'est le semblable qui guérit le semblable, mais ensuite il a commencé à affiner sa technique pour essayer de faire des remèdes de plus en plus affinés, de plus en plus subtils. Et c'est lui qui a introduit la dilution des remèdes homéopathiques, c'est-à-dire que quand on prend une substance, mettons sépia, on prend une petite décoction de 1 cm3 d'une décoction de sépia, on rallonge avec de l'eau et de l'alcool jusqu'à 100 cc, et là on a la première centésimale anémanienne. Ensuite on prend de cette colonne 1 cc, on le remet dans un tube à essai, on rallonge avec de l'alcool et de l'eau jusqu'à 100 cc, et c'est là qu'on a la deuxième centésimale anémanienne, la 2CH. Et au bout de la 3e, 4e et 5e CH, eh bien, effectivement, de la substance primitive, il ne reste pratiquement rien, si ce n'est qu'une mémoire qui va servir de remède homéopathique. Ensuite, une fois qu'il a ce remède, il expérimente sur des personnes autres que lui-même, des gens qui sont venus à lui, qu'il a formés, et donc il expérimentait les remèdes sur un certain nombre de personnes. Et là, il prenait tous les symptômes qui étaient développés par ces expérimentateurs et il bâtissait comme ça ce qu'on appelle la matière médicale homéopathique. C'est-à-dire que par exemple, sépia entraîne tel symptôme psychique, tel symptôme physique, et donc tout ça est colligé dans des livres qu'il a commencé à faire à l'époque et qui sont le reflet de l'expérimentation de ces remèdes. Voilà comment est née l'homéopathie. Elle est née au siècle des Lumières, à l'époque où, justement, en Europe, il y avait un épanouissement des idées particulières. C'était l'époque, sur le plan artistique, de Mozart,
Handel, de Bach, sur le plan de la connaissance. Il y a eu un certain nombre de personnages très importants comme Laplace, Avogadro, Volta, etc. Il y avait également des philosophes particuliers qui, à cette époque, sont arrivés en France. Par exemple, c'est l'époque de Voltaire, de Rousseau, de Diderot. Donc c'est une période particulière où on a appelé ça le siècle des Lumières, et l'homéopathie est née dans ce siècle des Lumières. C'est donc qu'elle contient elle-même des lumières que nous allons entrevoir maintenant.